Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et oui, on se pose cette question, pourquoi les 500 signatures alors que tout le monde reconnaît que c'est un travail très compliqué? Pourquoi absolument rendu public alors que cela justement montre qu'il peut y avoir des pressions de systèmes partisans? Et avec cette actualité, notamment, il y en avait d'autres, mais c'est un exemple parmi d'autres, ce conseil municipal qui est vent debout contre son maire, c'est le maire Jérôme Pardès, maire de Salonne, dans le sud-ouest. Il a décidé la semaine dernière de donner son parrainage, sa signature à Éric Zemmour. Eh bien, tous les élus sont vent debout. Il précise qu'il respecte la liberté d'expression, mais il ne cautionne pas la décision de parrainage de cet élu. Voilà, donc on voit toutes les questions qui sont posées par ces problématiques de 500 signatures publiques, rendues publiques. Et pour en parler, je suis avec 3 invités. Alors, je crois qu'Alexandre Langlois n'est pas encore avec nous, mais on a Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur notamment, c'est pas votre dernier livre, mais peut-être le plus dans notre thématique du jour, La guerre à droite aura bien lieu, chez Desclés de Brouwer, ou L'empereur et les brigands, le théâtre de l'histoire, aux nouvelles éditions latines. Et puis nous sommes également avec Denis Cieslak. Bonjour Denis Cieslak. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Vous êtes responsable des parrainages du parti Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, et donc porte-parole de ce parti. Alexandre Langlois, policier secrétaire général. Vous êtes là, Alexandre Langlois ? Non. Policier secrétaire général du syndicat Vigie et candidat à la présidentielle 2022. Mais on lui donnera la parole tout à l'heure. Peut-être, Guillaume Bernard, revenir sur l'histoire des signatures. Depuis quand ces 500 signatures sont demandées et en plus, depuis quand elles sont rendues publiques ? Alors, depuis le début de la Ve République, il faut des personnes qui présentent les candidats. Alors, on appelle ça communément des parrainages, mais en fait, ce sont des personnes qui présentent les candidats. Jusqu'en 1974, jusqu'à la présidentielle de 74, c'était 100 parrains ou 100 présentateurs. Il y a une réforme de la loi en 76, ce qui fait que depuis la présidentielle de 81, il faut désormais 500 parrains. Et, ce qui a pu faire barrage à Jean-Marie Le Pen, notamment en 81. Absolument, en 81. Et puis, donc depuis la modification de la loi en 2016, eh bien désormais la totalité des présentants d'un candidat vont voir leur nom être publié, alors qu'auparavant c'était une publication de noms faits au hasard. Donc depuis 2017 et cette année en 2022, la totalité des parrains entre guillemets verront leur nom être publiés par le Conseil constitutionnel. Alors voilà, et de nombreux candidats trouvent que ce texte donc de 2016 sur la modernisation des règles et qui rend public la liste de tous les parrains des candidats, trouvent ce texte inique et il considère que c'est un scandale démocratique. Ça, c'est le cas notamment d'Éric Zemmour. De son côté, Jean-Luc Mélenchon veut rétablir l'anonymat des parrainages que François Hollande et Manuel Valls avaient supprimé dans le but d'exercer des pressions, je cite Jean-Luc Mélenchon, sur les élus. Alors justement, nous, on est avec Denis Cieslak, responsable des parrainages du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous avez également entendu, Denis Cieslak, mon exemple de tout à l'heure, Jérôme Pardès, ce maire qui souhaite donner sa signature. Il dit d'ailleurs que c'est un acte citoyen, il n'est même pas lui-même ancré dans un parti quelconque. Et voilà qu'il a toute une pression autour de lui, des élus autour de lui, de son équipe municipale, pour qu'il enlève ce parrainage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à saluer Monsieur Pardès, dont vous parlez à l'instant, parce que malgré les pressions qu'il a subies, malgré toutes les difficultés qu'il est en train de rencontrer, il a décidé de maintenir sa signature, de maintenir son parrainage. Et c'est là vraiment tout à son honneur, parce que c'est essentiel que les maires de ce pays comprennent qu'ils sont, et ils le savent très bien d'ailleurs, qu'ils sont en réalité le filtre. Un peu comme le CSA pour la télévision, eh bien les maires décident de qui a le droit ou non de se présenter. Les maires décident de qui est digne ou non de pouvoir avoir un bulletin à son nom pour l'élection présidentielle. Et donc, je salue le maire dont vous parliez à l'instant, qui a décidé de, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, nous parrainer. Et j'ajoute que la difficulté que M. Pardès a rencontrée n'est pas la norme. Il y a beaucoup de pressions qui sont anticipées par les maires. Beaucoup de maires qui ne parrainent pas en anticipant des pressions, mais qui parfois n'arrivent jamais. Et même la plupart du temps, n'arrivent jamais. Il peut y avoir évidemment des n'arrive jamais à quoi ? C'est-à-dire n'arrive jamais à parrainer ? Non, les pressions n'arrivent jamais pour la plupart des maires qui décident de parrainer. C'est de l'autocensure.
Voilà, parce qu'il y a un risque effectif du fait de la publication des noms, et donc les maires essayent de faire leur maximum pour malgré tout continuer à jouer ce rôle démocratique, mais vous savez, il y a en France 75% des maires qui n'accordent aucun parrainage, ce qui rend l'élection présidentielle difficile, ou en tout cas le coût d'entrée beaucoup plus élevé. Et vous pensez que ces 75% de maires qui n'accordent aucun parrainage, c'est par crainte des répercussions dans leur commune? Il y a plusieurs choses. Évidemment, les craintes de répercussions sont une réalité, même si les répercussions elles-mêmes ne sont pas toujours une réalité. Et je tiens à rassurer la grande majorité des maires qui pourraient nous écouter, ils ne seront pas soumis à des pressions subventions, déjà parce que ces subventions sont pour beaucoup garanties par la loi. Mais il y a aussi, vous savez, un autre phénomène. Les maires n'ont pas envie d'importer de la politique nationale dans des communes qui sont souvent apolitiques, avec des maires qui sont élus sans étiquette, des communes de moins de 50 habitants parfois. Et ils n'ont pas envie que la politique nationale et tous les désaccords qui vont avec puissent arriver dans des communes qui, en général, au quotidien, n'en parlent pas, ou peu. Oui. Alors, on continue ce débat autour des 500 signatures de parrainage. Sont-elles justifiées? On n'a pas vraiment l'impression, en tout cas ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne souhaite pas revenir dessus pour le moment. En tout cas, débat passionnant et à continuer avec peut-être Alexandre Langlois, candidat à la présidentielle qui va nous rejoindre, Guillaume Bernard, historien du droit, et Denis Cézlik, responsable des parrainages du parti Reconquête. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Cette règle des 500 signatures qui n'a pas toujours existé, rappelons-le, elle a été mise en place notamment lors de la réforme des parrainages en 1976, une règle qui a permis de faire barrage à Jean-Marie Le Pen en 1981, l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, mais Alexandre Langlois, François Asselineau et même des plus connus, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon qui tirent à boulet rouge contre ce système actuel. Est-ce que ce n'est pas tout simplement antidémocratique? Une chose est sûre, Gérald Darmanin, lui, donc, a dit qu'on ne changeait pas les règles du jeu il y a quelques jours avant le match. Voilà, donc il a balayé ces questions de démocratie, antidémocratie. Il ne reviendra pas là-dessus. Nous, pourtant, on revient sur ce sujet parce qu'on le considère comme grave. Nous sommes notamment avec Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférence, et avec Denis Cézlik, responsable des parrainages du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, évidemment. Vous êtes également porte-parole de ce parti. Alors, nous reprenons notre discussion. Guillaume Bernard, est-ce que c'est pas finalement ces 500 signatures tellement compliqué, en plus avec la publication et donc le système des partis? On sait que le système de pression des partis, notamment au conseil régional, au conseil municipal, est-ce que finalement ça n'empêche pas tout simplement des nouveaux partis d'émerger et donc une démocratie de fonctionner? Écoutez, il faut faire tout simplement la liste de ceux qui peuvent donner cette signature. Les maires, les présidents de communautés de communes, les maires d'arrondissement de Paris, Lyon, Marseille, c'est environ 35 000 personnes. Les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, des assemblées territoriales, environ 6 000 personnes, et puis les parlementaires, députés et sénateurs, environ 1 000 personnes. Au total, 42 000 personnes, c'est-à-dire 0,000, je dis bien 3,09% du corps électoral. Alors, vous dites qu'il y a combien de 0,0009%? Ah oui, c'est incroyable. 0,0003009%. Et là-dessus, notre interlocuteur l'a dit, il n'y a qu'environ un tiers de ces personnes qui peuvent exercer ce droit de présentation qui l'exercent. Donc là, c'est 0,0003% du corps électoral. Disons les choses très clairement. C'est un suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'en fait, la présidentielle, c'est une élection à 3 tours, avec 2 tours, le deuxième et le troisième, au suffrage universel direct, et un premier tour au suffrage censitaire, un suffrage extrêmement censitaire. Alors bien sûr, je ne conseille à aucun étudiant de le mettre dans une copie, de le mettre de le dire dans un examen, dans un concours. Alors les étudiants de Guillaume Bernard, ne répétez pas ce que dit Guillaume Bernard. Voilà, ne le mettez pas dans une copie qui n'est pas corrigée par moi, en tout cas, mais ça n'empêche que la réalité, c'est celle-ci. On a un suffrage censitaire, un premier tour au suffrage censitaire, et ensuite 2 tours au suffrage universel. C'est de l'hypocrisie. Il est bien évident qu'il y a des personnes qui ont été très régulièrement candidates à l'élection présidentielle alors qu'elles représentaient un courant politique extrêmement minoritaire. Je pense aux 2 récurrents candidats trotskistes, tandis qu'il y a d'autres personnes qui représentent de véritables courants d'opinion, aujourd'hui, que ce soit Mélenchon, Zemmour ou Marine Le Pen, qui ont des difficultés pour réunir leur signature.
et qui, dans le fond, les obtiendront peut-être plus pour la question de tambouille politicienne que pour, on a vu Éric Zemmour notamment que pour de véritables raisons. Voilà, on a vu, vous parlez de tambouille politicienne, on a vu Éric Zemmour faire un appel du pied aux LR pour que les LR viennent le soutenir, en considérant que finalement ça pourrait faire du mal à Marine Le Pen, donc ça pourrait intéresser les LR. On est tout à fait dans la tambouille, mais c'est peut-être la seule solution aussi, il faut le comprendre, pour Éric Zemmour d'avoir ces signatures. Denis Ciezik, vous êtes au cœur de la machine justement, alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? Bon, premièrement, je voudrais dire que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je trouve même que l'image du premier tour au suffrage censitaire est très bonne. C'est exactement ça. Et c'est un premier tour censitaire qui, en réalité, empêche l'émergence de candidatures qui sont originales. Et moi, je suis convaincu que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Lui qui voulait que la démocratie française soit au-dessus des partis, ce système des 500 parrainages, aujourd'hui, il favorise les grands partis, fût-ce d'ailleurs avec des petits candidats. Je tiens à rappeler que Madame Hidalgo, qui est à 2% dans les sondages, va avoir plus de 2000 parrainages en raison du maillage territorial du Parti socialiste. Là où Éric Zemmour, à 16%, aura ses 500 parrainages, je l'espère, mais aura eu des difficultés à les obtenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on pourrait imaginer, par exemple, que le système soit réformé avec soit un anonymat complet qui soit instauré, pas instauré car il n'a jamais existé, mais qui soit instauré, quitte à peut-être à augmenter la barre du nombre de parrainages nécessaires. Peut-être aussi, on a entendu parler de parrainage citoyen. Toutes ces idées sont intéressantes. C'est l'idée de Jean-Luc Mélenchon notamment. Voilà, absolument. Toutes ces idées sont intéressantes et pourquoi pas peuvent être explorées. Et enfin, troisième point, sur la question que vous posiez, nous, on essaie justement de ne pas rentrer dans cette tambouille politique. On essaie justement d'avoir les parrainages par nous-mêmes, de ne rien devoir à personne. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que nous essayons de ne pas être redevables à qui que ce soit et de ne pas donner des arguments d'ailleurs à nos adversaires. Donc nous aurons, je l'espère, nos parrainages par nous-mêmes. Là, il y a une vraie dynamique qui s'est enclenchée. Vous en êtes à où à peu près ? Entre 350 et 370. À peu près. Promesses de parrainage. Vous savez que ce sont des promesses. Les parrainages véritables arrivent un peu plus tard au mois de janvier et il y a toujours une déperdition entre les promesses et les parrainages qu'on reçoit effectivement. Oui. D'accord. Donc nous travaillons et je dis véritablement que ce système représente une vraie gabegie d'énergie. On est 700 sur tout le territoire, on bosse 10 heures par jour. On crame, mais des litres et des litres d'essence, ça coûte très cher, on n'est pas défrayé pour avoir juste le droit de se présenter à une élection alors que dans les sondages, nous sommes parfois au deuxième tour. Il y a là vraiment une incohérence. Alors, Guillaume Bernard, sur ce sujet, en effet, de rupture d'égalité totale entre des systèmes, des partis déjà bien installés qui ont donc le maillage territorial dont on parlait. On a vu ce qui se passait notamment là, le conseil municipal d'ailleurs de Salonne, c'est pas forcément une autre étiquette qui a fait pression. C'est seulement une équipe municipale qui a peut-être pris peur avec une couleur politique particulière. Mais en général, on sait que les conseils régionaux sont alimentés, subventionnés par un parti, le parti au pouvoir de ce conseil régional, et donc il n'a pas le droit tout simplement de laisser faire des maires, de donner des signatures pour d'autres partis. C'est tout simplement ça. On est dans une abolition, vous le disiez tout à l'heure, d'une forme de démocratie tout de même. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent la difficulté de gros candidats dans l'opinion publique, mais de petits candidats en termes, je dirais, d'élus, à réunir ces signatures. La première chose, c'est effectivement, ça a été évoqué, mais c'est quand même important, les partis qui n'ont pas d'enracinement territorial ont effectivement des difficultés. Ou pas encore, quand il s'agit de nouveaux partis. Oui, bien sûr. Enfin, ça n'empêche que, évidemment, là, on ne peut pas, je dirais, dire qu'il y aurait de manipulation quand un parti politique n'a pas d'élus locaux ou suffisamment d'élus locaux pour avoir ces 500 signatures, c'est de la faute du propre parti. Pensons par exemple au Rassemblement national. Effectivement, il n'a qu'une dizaine de maires, donc évidemment, ça lui demande beaucoup de travail pour trouver ces signatures. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la preuve d'une distorsion entre les élites, ou du moins les élus, et puis le peuple. Effectivement, si des candidats qui sont donnés à plus de 10% à la présidentielle dans les enquêtes d'opinion n'ont pas les 500 signatures ou ont des difficultés pour les obtenir, c'est tout de même problématique parce que, évidemment, ils devraient pouvoir les obtenir assez facilement. Et puis, troisième élément, on l'a dit tout à l'heure, c'est la tambouille politicienne, c'est-à-dire qu'il y a un terrorisme intellectuel. Il apparaît naturel qu'il y ait des candidats trotskistes, mais des candidats de droite
qui, de droite nationale ou d'extrême droite ou de droite de la droite, qui voudrait être candidat, on ne trouve pas naturel qu'il le soit. Écoutez, oui, il y a encore une forme de terrorisme intellectuel venu de la gauche qui contraint cela. Alors, pour ce qui est des candidats qui se trouvent sur la droite du spectre politique, disons les choses clairement, tant qu'Emmanuel Macron ne sera pas officiellement candidat, il le sera sûrement, mais enfin, pour l'instant, il ne l'est pas encore. Et donc, il y a encore la possibilité qu'il ne le soit pas. Eh bien, effectivement, les choses ne se régleront pas. Si je veux être totalement cynique, je dirais que si Macron est candidat, Valérie Pécresse aura intérêt à ce qu'Éric Zemmour soit candidat. Si en revanche Emmanuel Macron n'est pas candidat, eh bien effectivement, il est possible qu'Éric Zemmour ait encore plus de difficultés qu'aujourd'hui pour obtenir ses signatures, parce que dans ce cas-là, Valérie Pécresse n'aura pas intérêt à ce qu'Éric Zemmour prenne une partie des voix de Marine Le Pen. Et, voilà. Et vous pensez qu'il pourra ne pas être candidat, notre président de la République? Écoutez, je vais faire une lapalissade, si vous me permettez. Tant que Emmanuel Macron n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Et oui, je crois que tout est possible et qu'effectivement, même si ça n'est pas le plus vraisemblable, il est possible qu'Emmanuel Macron ne soit pas candidat, qu'il soit remplacé par Édouard Philippe ou peut-être par personne d'autre. On verra bien. Mais voilà, je crois qu'il faut regarder malheureusement les choses en face. La politique, ce sont des rapports de force entre structures politiques et pas uniquement, je dirais, des idées défendues dans l'abstrait et qui seront présentées aux électeurs. Alors vous avez abordé tout à l'heure un sujet aussi, Guillaume Bernard, qui est important, ce décalage. En fait, il y a un véritable décalage entre les candidats presque que l'on voit, donc Éric Zemmour en fait partie, que l'on voit à la télévision, qui sont reconnus par les citoyens français, qui ont une place importante dans les enquêtes d'opinion, qui sont peut-être aussi liées à leur visibilité à la télévision, mais c'est ce qu'on appelle ces gros candidats qui finalement aujourd'hui n'arrivent pas à réunir les candidatures et qui donc pourront ne pas se présenter. Il s'agit tout de même encore une fois d'Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qu'on entend tous les 4 matins dans les médias. C'est vrai que ça paraît très étonnant aujourd'hui que ces personnes qui ont pignon sur rue dans les médias ne puissent pas finalement réussir à réunir les signatures. Alors est-ce que c'est normal aussi qu'il y ait un décalage entre le média et la réalité du terrain? Guillaume Bernard encore, et après évidemment Denis Ceslic. Oui, et puis je vous abandonnerai. Et après vous nous abandonnez, oui, vous devez nous quitter. Je dois partir à l'université. Oui, bien sûr. Écoutez, non, il y a une chose qui est claire, c'est que le terrorisme intellectuel joue. Donc ça, c'est très clair. Et il y a un certain nombre d'élus locaux qui ne veulent pas prendre le risque, je dirais, d'être assimilés à un candidat qu'ils présenteraient. Parce qu'on dit très communément que le parrain ne soutient pas le candidat, qu'il ne fait que considérer qu'il est représentatif d'un courant d'opinion. Tout de même, juridiquement, c'est des élus qui présentent un candidat. Il y a quand même une forme, je dirais, tout de même d'adhésion. Bien. Donc, il y a un terrorisme intellectuel qui joue. Il y a des élus qui ont été désignés, qui ont été élus localement sans étiquette et qui, donc, par conséquent, effectivement, ne veulent pas mouiller leur collectivité dans le cadre, je dirais, de ce parrainage pour la présidentielle. Et puis, pardonnez-moi de le dire, mais la politique, c'est aussi une forme de professionnalisme, une forme d'anticipation. Je suis au regret de dire que si des candidats, de gros candidats dans l'opinion publique n'ont pas leur parrainage, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un défaut d'organisation. Il faut s'y préparer et longtemps à l'avance. On sait notamment que le candidat Asselineau prend 2 ans d'avance pour réunir ses signatures. Oui, bien sûr, ça me paraît évidemment important pour lui. Et je rappelle aussi que cette année, les législatives auront lieu 50 jours après la présidentielle. Autrement dit, il y aura une vraie campagne législative et que par conséquent, les partis qui n'auraient pas été préparés suffisamment tôt
pour faire cette élection et en particulier pour s'assurer d'avoir, par exemple, tout simplement des stocks de papier pour pouvoir imprimer leurs tracts, eh bien, ces partis-là auront des difficultés à véritablement faire campagne. La politique, c'est du professionnalisme, ce n'est pas de l'amateurisme. Alors, merci beaucoup Guillaume Bernard, et je sais que vous devez nous quitter. Et je vous abandonne. Et oui, merci encore, vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférence, et vous allez justement donner une conférence. Merci encore Guillaume Bernard. Je me tourne vers Denis Cieslik. On parlait de professionnalisme. Est-ce que c'est un reproche que l'on peut faire au parti d'Éric Zemmour ? Non, je crois pas du tout. Et d'ailleurs, c'est parce que je travaille tous les jours sur ce sujet des parrainages que je peux en parler assez aisément. C'est justement parce qu'on a une organisation qui est absolument fantastique. Et vraiment, je pèse mes mots. C'est-à-dire que c'est une organisation militaire, une organisation extrêmement structurée. Mais rendez-vous compte, on est parti de rien. Aucun parti, aucun élu. Vous savez, le Rassemblement national, qui, je pense, est un parti organisé, a du mal à aller chercher les 200 signatures qui lui manquent, puisqu'ils ont 300 élus en stock qui peuvent signer. Nous sommes partis de rien. Nous n'avions aucun élu. Et nous avons aujourd'hui 370 signatures et je pense que nous aurons les 500. C'est donc précisément parce que nous avons une organisation qui est extrêmement structurée, voire même, j'ose le terme, militarisée, que nous réussirons à obtenir nos 500 parrainages, je le crois. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas été aidé par l'annonce, on va dire, tardive aussi d'Éric Zemmour. J'imagine que tout ça a été mis en place très, très tardivement par rapport à un François Asselineau qui depuis 2 ans court les routes de France pour récupérer des signatures. Nous sommes sur le pont depuis cet été. Mais il est vrai que pendant longtemps, nous avons démarché des maires en demandant des signatures pour quelqu'un qui ne s'était pas déclaré candidat. Pour autant, vous savez, ça ne nous a pas empêché d'avancer, de recueillir des promesses et de travailler très sérieusement. Aujourd'hui, pour que vous sachiez un peu, on a une structure qui est organisée de la façon suivante. On a un référent dans chaque région, dans chaque département, 700 personnes à quasi temps plein. On a beaucoup de retraités, d'étudiants, de gens en profession libérale qui travaillent quotidiennement pour aller démarcher des maires. Une cellule de phoning de plus de 150 personnes qui s'active tous les jours pour prendre des rendez-vous qui seront honorés par nos ambassadeurs sur le terrain. On a un logiciel dans lequel on a priorisé tous les maires de France de 1 à 10 en fonction du parrainage de 2017. On a croisé beaucoup de variables en fonction de la taille de la commune, du territoire. Vous voyez, c'est une organisation énorme et je crois qu'on ne pourra jamais nous faire le reproche de ne pas avoir été organisé sur ce sujet. Néanmoins, le fait qu'il nous faille autant d'énergie et d'organisation pour obtenir un droit uniquement de présentation d'un candidat important dans l'opinion publique, ça n'est pas normal quand on sait que Madame Hidalgo, elle, n'a aucun effort à fournir pour les obtenir. Bon, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est joué pour cette élection-là. On ne va pas pouvoir passer outre ces 500 signatures. Que propose Éric Zemmour pour finir à ce sujet ? Alors pour cette élection-là, à terme, sans doute revoir le système, ça c'est certain, peut-être en restaurant l'anonymat des maires, mais à court terme pour l'élection présente, ce qu'avait proposé Éric Zemmour, c'était que l'AMF, et ça ne demandait pas de changer ni la Constitution ni la loi, que l'AMF organise un pool de maires volontaires, de maires qui se disent démocrates et qui donnent leur signature aux 3 candidats qui aujourd'hui ne sont pas absolument certains de les obtenir, et pardon, mais qui à 3 réunissent presque la moitié du corps électoral. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, c'est 42% des électeurs dans les sondages. On ne peut pas continuer à se dire une démocratie aboutie et avoir des gros candidats pouvoir potentiellement ne pas se soumettre au suffrage des Français. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Denis Cieslik, responsable des parrainages du parti Reconquête, une cellule militariste, d'après vos propres mots. Vous êtes aussi porte-parole militarisé, voilà, porte-parole du parti Reconquête. Eh bien, en tout cas, bon courage à vous pour récupérer les dernières signatures. Merci pour votre invitation. Très bonne journée. Merci à vous aussi. Nous étions également avec Guillaume Bernard, politologue, et Alexandre Langlois, qui ne nous a finalement jamais rejoint, mais je le cite quand même, candidat à la présidentielle de 2022. Merci à vous 3 pour cette table ronde sur les signatures. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.